Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Historique, collection dirigée par Vincent Lagnol, avec Bruno Péquignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essais, accueille des textes ayant une forte dimension historique sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Travaux, dernière parution. Denis Rolland, Histoire de l'Harmattan. Jeunesse d'un éditeur au carrefour des cultures, 1939 à 1980, 2022. Éric Bailble, pour une histoire lexicométrique de l'altérité culturelle. États-Unis et Europe occidentale, 1945 à 1991, 2022. Bruno Geoffray, L'Institution Geoffray fabrique des élites, 18 371 893, des fils Hugo à Jean Jaurès, l'histoire d'une grande maison du Marais, 2022. Thierry Bressan, Servage, Lumière et Révolution en Europe occidentale. Voltaire et le débat sur la main morte, 2022. Hervé Madelin, La conspiration imaginaire, brève remarque sur la Révolution, 2022. Gérard Buttoud, L'expédition d'Alger revisitée, 1827 à 1847, 2022. Thibaut Tellier, Humaniser le béton. Les origines de la politique de la ville en France, 1969 à 1983, 2022. Bertrand Lemonnier, Les Postes et la Commune de Paris, une guerre des communications de 1871 à nos jours, 2022. Dédicace. À ma famille, à mes amis. Remerciements. Tout travail scientifique ne saurait s'effectuer sans aide, a fortiori dans le cadre de ses premières recherches. Je tiens donc à remercier très sincèrement toutes les personnes ayant rendu cette étude possible. Mes premiers remerciements vont naturellement à mon directeur de recherche, M. Antoine Follin, Université de Strasbourg, qui m'a orienté vers ce sujet passionnant, fourni les premières codes d'archives, facilitant grandement mes premières recherches, et dont les cours de paléographie se sont avérés salvateurs pour l'appréhension de mes sources. Il me faut également remercier Antoine Fersing, chercheur associé à l'EA 3400 Arches à Strasbourg, et Hugues Weber, doctorant en histoire moderne à l'Université de Strasbourg, pour m'avoir permis d'accéder à leurs travaux. Je les remercie vivement. Ma reconnaissance va également à l'historienne Mariette Cuenin-Lieber, Université de Haute-Alsace, pour ses nombreuses indications dans la recherche de sources complémentaires, notamment des éditions de correspondance et divers mémoires de contemporains. Je me dois d'exprimer toute ma gratitude à M. Laurent Jalabert, Université de Lorraine, et à Mme Valérie Cerdon, Université de Lorraine, pour leurs orientations bibliographiques, ainsi qu'à Mme Dehan-Vincendo, conservatrice de la bibliothèque du CRULH à Nancy. Je la remercie pour sa patience et son aide très précieuse dans mes recherches bibliographiques. Il en va de même pour le personnel de la BNU de Strasbourg pour son aide dans la recherche de divers traités militaires et la présentation du Fonds de Militaria. Je réitère ces remerciements envers l'équipe de la Bibliothèque municipale de Belfort, qui m'a permis de chercher de nombreux ouvrages directement dans leur fonds anciens, encore partiellement catalogués et donc mal connus. Je remercie également le personnel du Musée Lorrain pour leur accueil, et plus particulièrement Madame Bénédicte Pack, responsable du service de documentation, qui m'a fourni quelques photographies concernant l'artillerie lorraine de la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Ma reconnaissance va également aux archivistes des archives départementales de Meurthe-et-Moselle pour leurs conseils et leurs orientations qui m'ont permis d'aborder le corpus et le fonds lorrain sans difficulté, ainsi que pour m'avoir gracieusement permis de consulter les registres originaux des lettres patentes. Toute ma reconnaissance va également aux conservateurs du département des manuscrits de la BNF, qui m'ont aidé à consulter les volumes de la collection de Lorraine dans les meilleures conditions.
Merci également à mes amis, pour leur aide, leur soutien et nos échanges passionnants, qui ont parfois permis de trouver de la documentation, de nouvelles idées et de nouvelles orientations, et à certains pour avoir supporté de longues soirées à me voir relire, corriger et mettre en page le présent ouvrage. Enfin, un immense merci à ma mère pour son infinie patience dans la relecture et la mise en forme de cette étude, et de manière générale à ma famille, pour son indéfectible soutien et pour avoir toujours cru en moi malgré ce rêve un peu insensé qu'était de faire de l'histoire. Note de l'auteur. Strasbourg, janvier 2022. Le présent ouvrage est issu de mon mémoire de master, soutenu en 2018 à l'Université de Strasbourg sous la direction du professeur Antoine Follin. Son titre complet est Sivi Pacem Parabellum, Nancy et la Lorraine en défense. La préparation à la guerre à l'époque moderne, l'exemple du duché de Lorraine. Étude des préparatifs et de l'entretien de l'artillerie du duché de Lorraine 1572 à 1633. Dès le début du master, en 2016, le master avait été envisagé comme le premier jalon d'un travail plus imposant, la thèse de doctorat. Le master devait donc préparer le terrain, proposer des pistes, identifier des points d'approche et une série de problèmes, auxquels apporter une première série de réponses. L'artillerie, qui laisse beaucoup de traces comptables, avait alors été privilégiée. Cependant, l'ampleur de l'étude a vite rendu une étude, même partielle, difficile à mener. Déjà circonscrit à la base, le master réduisait encore en partie le sujet en se bornant strictement à l'artillerie et en ne s'intéressant que partiellement à la question de l'approvisionnement en salpêtre. Le mémoire est alors apparu comme un travail, certes en partie approfondi, mais introductif. Mon travail de thèse, ayant en outre une volonté d'élargissement et une dimension comparative, prolonge et reprend nombre des points abordés par le présent ouvrage, car ils m'ont apparu comme inaboutis. Cependant, l'étude ici présentée a surtout pour vocation de présenter un sujet d'étude nouveau, les aspects préparatoires de la guerre. L'ambition de l'édition de mon mémoire est de présenter cette lacune historiographique, d'en proposer un premier traitement et une première série d'interrogations. Quelques éléments de réponse y sont développés, mais ma thèse doit les approfondir et pousser plus loin la problématique générale. Car la préparation à la guerre implique un grand nombre d'acteurs et de compétences qui n'ont pu être abordés ici, faute de temps au cours du master. De même, un certain nombre de données doivent être reprises car ma méthodologie était encore imparfaite. Cette note semble montrer le travail de master comme inachevé, inabouti, erroné même. Pourquoi dès lors le publier ? Comme tout premier jalon, il ne propose qu'une base sur laquelle s'appuyer, un matériau à traiter, travailler, modifier pour permettre l'avancée et le progrès des connaissances. C'est le propre de la science que de s'appuyer sur les travaux antérieurs pour les reprendre, fût-ils imparfaits, dès lors que leur rigueur permet d'en extraire des bases solides. Si la thèse s'attelle à pousser plus loin la question de l'anticipation de la guerre à l'époque moderne à travers le cas de la Lorraine avant la guerre de 30 ans, en reprenant des points du master, en les rectifiant et surtout en s'intéressant à l'ensemble de l'appareil militaire ducal et plus seulement à l'artillerie, cet opuscule se devait d'être publié. Il a pour objectif de présenter et faire connaître un premier état de la question, et de montrer l'intérêt de combler cette lacune historiographique qu'est l'étude de l'anticipation de la guerre, et présenter des pistes de recherche. Bien que certaines données doivent être reprises, chose qui est alors précisée dans les données présentées, d'autres sont suffisamment solides pour être publiées car jugées dignes d'intérêt. De plus, si le cas lorrain est, nous l'avons vu, traité par mon actuel travail de thèse, la publication de mon master doit permettre de montrer tout l'intérêt de l'étude de la préparation à la guerre dans les États de l'Europe moderne, et plus particulièrement les États du Saint-Empire ou italiens, tout en fournissant, je l'espère, une première grille de lecture pour ce faire. Autrement dit, bien que présentant un cas particulier dans le but de défricher le terrain pour la thèse, le présent ouvrage doit être vu comme une fenêtre ouverte sur un champ d'études qui n'intéresse pas que la Lorraine, mais d'autres cas sur lesquels se pencher, et selon lesquels adapter les questionnements ici proposés, les reprendre, les modifier, les compléter, dans le but de pouvoir à terme, comparer les modalités de la des préparations à la guerre dans les petits États. Thibaut A.R. Vetter. Sommaire. Remerciements. Note de l'auteur.
Table des annexes. Introduction. La préparation à la guerre, présentation générale du sujet. Les duchés de Lorraine et de Bar, définition de l'espace géographique, des bornes chronologiques et brève historiographie. L'étude des préparatifs militaires, angle d'approche et historiographie. Présentation et méthode de traitement des sources. Problématiques retenues. Annonce du plan de l'étude. Chapitre 1. L'artillerie des ducs de Lorraine et la préparation d'un important parc d'artillerie. Approche descriptive. Typologie, dénombrement, administration et évolution. Un parc d'artillerie performant et performateur. A. Des pièces légères hétérogènes. B. Des canons en homogénéisation. C. Les bombardes, mortiers et pétards, entre ancienneté et modernité. 2. Evolution numérique des canons. A. 1571 à 1634 une hausse constante du nombre de pièces d'artillerie. B. 1587 à 1594 une hausse du nombre de pièces de campagne et sièges. C. 1572 à 1586, 1594 à 1634 une hausse du nombre de canons pour la défense. 3. Emploi, efficacité et déplacement des canons. A. L'envoi des canons à la guerre, efficacité, prévision et logistique offensive. B. Armement et réarmement des places fortes des duchés, logistique et efficacité défensive. C'est le charroi des pièces d'artillerie, coûts, moyens et infrastructures. 4. Les officiers et leur rôle dans la préparation de l'artillerie d'après les registres de la Chambre des comptes. A. Le maître de l'artillerie et le commandement suprême. B. Le payeur et le contrôleur, gestionnaire de la comptabilité. C. Le concierge et les commissaires, des gestionnaires de terrain. Chapitre 2. Préparer les canons du duc. Le fonctionnement de l'arsenal de Nancy, centre névralgique de l'organisation militaire du duché de Lorraine, des fonderies et l'organisation des ouvriers canonniers de la retenue de l'artillerie. L'arsenal de Nancy, un lieu de production efficace. A. La fonderie de Nancy, cœur de la production des canons ducaux. B. Les magasins et les caves, lieu de stockage de nombreux équipements. C. Les espaces d'entreposage des canons. 2. Les compagnons de l'artillerie, un corps permanent d'artisans compétents. A. Un corps d'artisans canonniers au statut spécifique en constante évolution. B. Des artisans compétents au cœur de la préparation militaire du duché. C. L'entraînement des canonniers et des servants. 3. Fondre les canons, le rôle des maîtres de fonte et de leurs aides fondeurs. A. Les maîtres de fonte et leurs aides. B. Les problèmes liés à l'acquisition des métaux et la refonte des armes anciennes. C. La réunion des éléments annexes de la fonte. 4. Acquérir le bois et le métal pour les fontes et les affûts. A. Préparer le bois, tailler, monter et équiper les affûts, rouiller, menuisiers, charpentiers et maréchaux. B. Choisir et récolter des essences de bois adaptées dans les forêts du domaine ducal. C. Acheter ou fabriquer les ferrures. Chapitre 3. Préparer le bon fonctionnement de l'artillerie. Entretien et maintien de l'efficacité des canons et des infrastructures de production, vérification des armes. Tenir les arsenaux en état de marche, entretien des infrastructures et constitution des réserves. A. Entretenir la fonderie et les espaces de production de Nancy. B. Entretenir et agrandir les entrepôts. C. Constituer d'abondantes réserves pour faire fonctionner les infrastructures. 2. Les affûts et les pièces en bois, entretien et surveillance permanent. A. La vérification des pièces bois, un problème constant. B. Réparation et remplacement des pièces. 3. Vérifier l'état des pièces d'artillerie. A. Surveillance et nettoyage des canons, une tâche permanente. B. Garder l'armement du duché à jour, invention pour l'artillerie, inventaire et remplacement des armes défectueuses. Chapitre 4. Préparer l'artillerie au combat, fabrication, entreposage et entretien des poudres et des boulets. Les poudres de l'artillerie, une préoccupation permanente. A. Les différentes poudres conservées dans les entrepôts, indice des préoccupations militaires des ducs. B.
Une augmentation constante des réserves, les poudres et le commerce du salpêtre. C. Vérification permanente de la qualité des poudres et rôle croissant des commissaires des salpêtres. 2. La constitution des poudres, mise à contribution de tout le duché. A. Acheminement des matériaux, charbon, salpêtre et soufre. B. Les salpêtriers, les charbonniers et les faiseurs de poudre du duché, des artisans importants et protégés. 3. Fondre les boulets, une standardisation. A. Acheter ou fondre les boulets. B. Les forges de Moyeuvre, une annexe pour les boulets et les balles. C. L'amélioration des boulets, le cas d'une expérience sur l'efficacité des munitions. 4. Emmagasinement des munitions et transport. A. Entreposer les poudres et les boulets des ducs. B. Problème logistique, garder les munitions à Nancy ou les déplacer au point stratégique. C. Une spécificité du charroi des poudres. Conclusion. Glossaire. Annexe. Bibliographie. Sources. Sources primaires. Sources antiques. Sources imprimées. Dictionnaire, atlas et instruments de recherche. Articles, actes de colloques, ouvrages généraux et spécialisés. Journée d'études. Cytographie. Table des annexes. Annexe 1. Rappel des équivalences des anciennes unités de mesure de Lorraine et de France. Annexe 2. Transcription et nouvelle édition de l'Inventaire général de l'artillerie de Lorraine et Barrois, 1572. Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, ADMM, B681 numéro 32. Annexe 3. Comparaison des canons lorrains avec les canons de fonte, à l'ancienne manière comme on les font en Allemagne, et à l'ancienne manière comme on les font en Flandre. Annexe 4. Graphique détaillé des dépenses de l'artillerie pour les années 1572, 1575, 1580, 1583, 1591, 1594, 1597 et 1599. Annexe 5. Evolution du nombre de pièces d'artillerie en l'arsenal de Nancy 1571 à 1633. Annexe 6. Transcription des inventaires de l'artillerie du château de Blamont 1600, 1610, 1624. Annexe 7. Transcription de l'ordonnance du grand maître de l'artillerie de Lorraine 1619. ADMM 3F278 numéro 49. Annexe 8. Transcription de lettres patentes pour la provision de l'office de commissaire de l'artillerie. Annexe 9. Graphique des dépenses en salpêtre d'après les registres de la Chambre des comptes de Lorraine. Annexe 10. Transcription de lettres patentes pour la provision de l'office de commissaire des salpêtres. Annexe 11. Transcription de lettres patentes pour fournir du bois aux salpêtriers. Annexe 12. Transcription de lettres patentes pour un marché avec un salpêtrier. Annexe 13. Transcription de lettres patentes pour autoriser des salpêtriers à établir des chaudières. Annexe 14. Transcription de lettres patentes pour une sauvegarde pour un salpêtrier. Introduction. Si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Cette maxime, dérivée du prologue du 3e livre de l'Epitoma Rei Militaris de Végès, auteur militaire romain du début du 5e siècle de notre ère, exprime l'idée selon laquelle il faut rester prêt à se défendre pour rester en paix. Mais dans leur version originale, les mots de l'auteur romain qui desidera pacem prepare bellum, qui désire la paix se prépare à la guerre, renvoie à la nécessité d'entraîner ses troupes pour vaincre et ainsi obtenir la paix. Végès déplore déjà le manque d'intérêt de ses contemporains, auteurs et théoriciens militaires pour cet aspect préparatoire. En effet, si Vitruve, à la fin du 1er siècle avant notre ère, au livre 10 de son De Architectura, théorise la construction de multiples machines de guerre, rien n'est dit quant aux moyens nécessaires à leur élaboration. De même, bien plus tôt en Chine, à l'époque des royaumes combattants, quand Sun Tzu dit au premier point du chapitre 2 de l'art de la guerre composé au IVe siècle avant Jésus-Christ, généralement les opérations militaires nécessitent 1000 chars rapides attelés de 4 chevaux, 1000 chariots couverts de cuir attelés de 4 chevaux et 100 000 soldats portant cuirasses. Il ne dit rien quant aux moyens de lever et équiper une telle armée. Pourtant, les préparatifs militaires sont essentiels, voire vitaux.
Il est fondamental de se tenir prêt à la guerre en s'assurant d'avoir en temps de paix suffisamment de matériel, d'armes, de chevaux, afin de ne pas être submergé par un ennemi qui aurait été, lui, mieux préparé. Il en va de même pour toutes les périodes et notamment à l'époque moderne, pendant laquelle la guerre est omniprésente. Geoffrey Parker relève en effet 10 années de paix totale en Europe au XVIe siècle, et seulement 4 au XVIIe siècle. Raison pour laquelle les princes, les villes et les communautés villageoises dépensent de grandes sommes pour entretenir des fortifications et des armes, pour assurer leur sécurité. Cependant, comme le rappelle Olivier Chaline, les armées ne sont pas encore permanentes durant la période moderne. Il insiste également sur le fait que la spontanéité guerrière de l'époque ne va pas de soi. En effet, si les guerres sont omniprésentes, un État ne peut lever des troupes sans avoir rempli ses arsenaux de poudre, de mousquets, de piques, de balles et de boulets en grande quantité et ce, en temps de paix, sans forcément prévoir une offensive, mais plus simplement pour pouvoir se défendre et équiper ses troupes rapidement. Les aspects préparatoires, si évidents qu'ils puissent l'être, n'ont encore jamais été abordés en tant que tels par l'historiographie. Les historiens, dans la mouvance fort critiquée de l'histoire-bataille, semblent avoir jugé les préparatifs militaires comme un préalable si évident aux études des batailles ou des guerres qu'ils n'ont que rarement pris la peine de les évoquer, à tel point que leur complexité s'en trouve occultée. Si Olivier Chaline propose d'étudier les modalités concrètes de la mise sur pied des armées du Royaume de France, il le fait pour étudier la véritable place du roi dans ce processus, et non pas les préparatifs en eux-mêmes. Pourtant, les aspects techniques de l'histoire militaire et notamment ceux de l'artillerie sont régulièrement évoqués comme une des pistes de recherche à réévaluer. C'est donc cette question de la préparation, de la guerre avant la guerre, que nous proposons d'étudier, afin de pousser plus avant les récents travaux engagés et donc de réduire cette lacune historiographique. N'ayant jamais été traité récemment pour la période moderne, hormis en partie par Olivier Chaline, le chantier des préparatifs militaires au sens de corrélation entre la situation politique et l'activité d'un arsenal a réellement été ouvert en Lorraine par Valérie Cerdon dans son article « Le parc et l'ordinaire, l'artillerie des ducs de Lorraine à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne », dans lequel elle estime que ces aspects n'ont pas encore reçu un éclairage suffisant. Hormis cette contribution, il n'existe que quelques études sporadiques et souvent anciennes portant sur des inventaires d'arsenaux ou des parcs d'artillerie spécifiques. Le sujet doit donc évidemment être réduit, tant géographiquement que thématiquement. Ainsi, nous nous intéresserons à l'artillerie d'un espace géographique peu étudié à l'échelle nationale mais disposant d'une historiographie locale très vivace, les duchés de Lorraine et de Bar à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. C'est là une période de transition dans l'évolution militaire, terme sans doute plus juste que l'expression de révolution militaire. Les armées, à cette époque, sont encore très majoritairement levées et équipées par des entrepreneurs de guerre fortunés, ce qui déleste les États d'une grande partie des charges liées à la guerre. Cependant, les gages et certains équipements sont financés par les princes, qui pourvoient ces derniers en plus grande quantité et d'une meilleure qualité. Mais s'ils délèguent une partie de ces dépenses à des chefs de guerre privés, les princes jugent plus souvent nécessaire de lever leur propre artillerie. Ce sont d'ailleurs les seuls à pouvoir le faire, un train d'artillerie étant particulièrement coûteux. Cette arme est donc plus facile à étudier, puisqu'elle laisse derrière elle plus de dépenses et donc plus de traces. En effet, à cette époque, l'artillerie désigne l'ensemble des armes à feu ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à leur production, le matériel militaire nécessaire à leur entretien, à leur déplacement et à leur manipulation. De plus, au cours du XVIe siècle, l'artillerie poursuit son développement. Son utilisation se systématise et se trouve peu à peu théorisée. Les forteresses d'artillerie apparaissent et les armes à feu portatives, arquebuses et mousquets, commencent à se généraliser et à se perfectionner par le biais de différentes innovations, comme la platine à rouet puis à silex. Rappelons et précisons cependant que ces armes cohabitent encore avec des arcs, des arbalètes, des flèches, des carreaux, des piques, des épées et des armures présents en grand nombre, quand bien même les armes à feu et les piques tendent à la supplanter peu à peu. Nous ne saurions donc les exclure d'une étude ultérieure, mais ici, pour réduire notre champ d'investigation, nous avons choisi de nous focaliser avant tout sur les armes à feu et particulièrement les canons de grand calibre.
Les duchés de Lorraine et de Bar, définition de l'espace géographique, des bornes chronologiques et brève historiographie. Définissons maintenant notre espace géographique. L'espace lorrain nous semble particulièrement pertinent pour étudier les préparatifs militaires. Nous entendrons par là les 4 départements actuels de la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges, ainsi qu'une partie du sud du land allemand de la Sarre. Nous pourrons ainsi englober l'ensemble des duchés de Lorraine et de Bar, composant ce que nous appelons plus commodément le duché de Lorraine, qui est alors un espace fragmenté entre différentes obédiences, et de suivre l'utilisation des préparatifs au cours des conflits, les troupes se déplaçant bien au-delà de ces strictes frontières. Cette définition géographique large nous permet également de prendre en compte les nombreuses interactions des ducs avec les 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun, et les États voisins, qu'il s'agisse du Royaume de France ou des États du Saint-Empire romain germanique. Nous nous focaliserons cependant sur Nancy, la capitale, où s'effectuent la plupart des préparatifs militaires pour l'ensemble du duché. Ce territoire est très touché par les guerres par sa position géographique stratégique, puisqu'il permet tant aux Espagnols de rejoindre les Pays-Bas depuis la Franche-Comté, que de faire la liaison entre le Royaume de France et le Saint-Empire. Il relève encore féodalement de ce dernier au début du XVIe siècle, jusqu'au 26 août 1542, signature du traité de Nuremberg par lequel Charles Quint, 1519 à 1556-1558, fait de la Lorraine un État libre et non incorporable. Bien que pleinement autonome, il faut nous rappeler qu'il reste sous la protection du Saint-Empire et donc dans sa mouvance. Il continue à relever du droit impérial, surtout dans le bailliage d'Allemagne, et à payer l'impôt dû à l'Empire, tout en relevant en partie du Royaume de France en ce qui concerne l'ouest du duché de Bar, le Barrois mouvant. C'est un État prospère par ses ressources naturelles, notamment le sel, et puissant depuis l'arrivée au pouvoir de René II, 1473 à 1508, en 1473. Héritier des 2 duchés, il installe alors sur le trône ducal la dynastie des Vaudémont, stable, riche, disposant d'une autorité absolutiste qui s'affirme tout au long de l'époque moderne. Il acquiert également un immense prestige à l'échelle du Saint-Empire grâce à ses victoires sur Charles le Téméraire durant les guerres de Bourgogne, et ses coups d'éclat diplomatiques sur Louis XI, 1461 à 1483, et Anne de Beaujeu, régente de France 1483-1491 pendant la guerre folle, 1485 à 1488. Ce prestige est par la suite accentué par la victoire du duc Antoine, 1508 à 1544, sur les Rustaud durant la guerre des paysans, en 1525. C'est alors un État souverain et reconnu comme tel, affilié aux grandes cours princières tenant son rang auprès des grandes puissances. La politique des ducs diverge parfois, se rapprochant du Royaume de France ou du Saint-Empire selon leurs intérêts, mais s'inscrit systématiquement dans une continuelle politique de neutralité. Initiée par Antoine le Bon, fils de René II, elle se poursuit jusqu'à la fin du XVIe siècle. Malgré tout, le duché reste menacé par l'expansionnisme français. Les rois de France cherchent en effet à incorporer d'abord les 3 évêchés, puis les parties du duché relevant du royaume, puis toute la Lorraine pour faire disparaître la menace militaire qu'elle représente. Il est tout autant mis en péril par les guerres entre le royaume et l'empire. Les guerres de religion, de part et d'autre des États, menacent également le duché à la fin du XVIe siècle. La notion de frontière et de neutralité, à l'époque moderne, n'empêche ni le passage des troupes à travers un État ni leur ravage. Ainsi la Lorraine est-elle très souvent menacée militairement, d'où l'intérêt de nous pencher sur cet espace, dans lequel l'intégrité de l'État semble supposer une veillée d'armes en quelque sorte permanente. C'est un thème récurrent dans l'historiographie de la Lorraine, peu développé en dehors de l'échelle régionale et souvent axé sur les ravages de la guerre de 30 ans et de la Première Guerre mondiale. Le duché est ainsi souvent laissé de côté dans les ouvrages généraux. Seul l'ouvrage de Peter Wilson a récemment présenté le duché de Lorraine comme un réel acteur de la guerre de 30 ans, et non plus comme un État rapidement et simplement envahi par la France pour sécuriser ses frontières avec l'Empire. En Lorraine, les tendances historiographiques de l'époque moderne sont actuellement centrées sur l'histoire sociale et religieuse, tout en présentant de nouveaux développements. De nouvelles contributions et expositions explorent la construction de l'État moderne et l'histoire politique en Lorraine,
notamment à travers le règne du duc Charles III, 1545 à 1608. Les synthèses les plus complètes et les plus récentes pour notre période et notre sujet consistent en les œuvres d'Henri Bogdan pour l'histoire générale du duché, et de Philippe Martin pour les aspects militaires généraux du XVIIe siècle, ainsi que pour des précisions quant aux armées du duché. La thèse de Jean-Charles Fullen portant sur l'armée de Charles IV 1624 à 1675 nous aidera également à en cerner les principaux éléments, bien qu'il n'y étudie que très sporadiquement l'artillerie. Laurent Jalabert initie également des travaux portant sur le patrimoine militaire de la Lorraine moderne. Toutefois, ces approches sont très patrimoniales et restent essentiellement centrées sur les fortifications et leur architecture. Malgré tout, ces travaux se focalisent surtout sur la toute fin du XVIe et sur le XVIIe siècle. Ainsi, hormis les ouvrages susmentionnés, l'historiographie militaire lorraine générale est très réduite et ancienne pour la période moderne, surtout en ce qui concerne le XVIe siècle, nous y reviendrons plus bas. Pourtant, par les menaces que nous avons relevées et l'implication du duché dans les guerres de religion et la guerre de 30 ans, le fait militaire est fort développé et fondamental. D'où l'intérêt de nous enquérir de cet espace géographique, en nous inscrivant dans ces nouvelles tendances historiographiques. Revenons sur quelques éléments historiques. Le duc Antoine sécurise en priorité ses frontières, remet en état ses villes fortifiées et équipe des soldats pour assurer la défense de ses États, chose poursuivie par François Ier de Lorraine 1544 à 1545, puis sous Charles III à bord pendant la Régence, 1545 à 1559, et au début de son règne personnel, 1559 à 1608, pour affirmer ses vues absolutistes. Ainsi, nous nous proposons de compléter modestement une partie de l'histoire militaire du duché, avec une nouvelle approche historiographique, basée sur les aspects concrets des préparatifs liés à la guerre dans la continuité de l'article de Valérie Cerdon. Nous nous focaliserons donc sur la fin du XVIe siècle, la fin du siècle d'or de la Lorraine indépendante, a priori à partir de 1571 à 1572. Il s'agit tout d'abord d'une période au cours de laquelle le duc Charles III effectue des réformes, devant accroître l'efficacité administrative des duchés. De plus, le 29 janvier 1572 est la date d'ordonnance du seul inventaire général conservé de l'artillerie des duchés de Lorraine et de Bar, dans le cadre d'une enquête militaire portant sur l'ensemble de ces États. C'est également l'année à partir de laquelle le trésorier général cumule son poste avec celui de receveur général, qui ne réalise donc plus qu'un seul compte par année, facilitant le suivi des dépenses. S'y ajoute une plus grande régularité dans la conservation des comptes du receveur de Nancy, seul compétent pour la couverture des dépenses de l'artillerie depuis 1572. Enfin, c'est à ce moment que débute la période à partir de laquelle Charles III commence à rompre avec la politique de neutralité, puisqu'il soutient la Première Ligue catholique dès 1576. Il accueille une nouvelle assemblée de nobles français à Nancy en 1584, qui donne naissance à la Seconde Ligue catholique, tournée contre Henri de Navarre, 1572 à 1610 comme roi de Navarre, 1589 à 1610 comme roi de France, héritier du trône de France. Charles III y adhère officiellement et s'y implique activement, notamment en finançant les opérations militaires. Nous débuterons donc notre étude quelques années avant que la Lorraine ne s'investisse dans les guerres de religion dans les années 1580. Nous nous arrêterons après l'entrée du duché dans la guerre de 30 ans, en 1633, date de l'occupation de Nancy, ce qui implique un arrêt du fonctionnement de l'arsenal pour les armées ducales, en nous permettant de déborder sur l'année 1634, au cours de laquelle s'effectuent les dernières opérations militaires françaises pour sécuriser le territoire. En effet, après s'être engagée dans le conflit en 1631, la Lorraine se trouve occupée par les armées de Louis XIII, 16 100 à 1643. Son administration est alors revue selon un modèle français, et commence à perdre sa large autonomie, malgré la résistance menée par le duc Charles IV. L'ampleur de notre étude nous empêche d'élargir nos bornes chronologiques, déjà étendues. Nous pourrons donc distinguer différentes temporalités, à savoir un temps de paix relatif durant lequel le duc refuse de s'impliquer directement dans les conflits qui menacent les duchés, avant une guerre véritablement voulue. Cette première partie est suivie d'un après-guerre,
puis d'opérations de préparation à la guerre dans un contexte international tendu, débouchant sur une guerre d'invasion rapide et violente. L'étude des préparatifs militaires, angle d'approche et historiographie. Les cadres chronologiques et géographiques étant posés, il nous reste à définir la seconde partie de notre sujet, les préparatifs de l'artillerie. Nous l'avons dit, notre objectif est de contribuer à combler cette lacune historiographique que représente la préparation à la guerre et ses modalités concrètes en Lorraine à l'époque moderne. Nous entendrons par là l'ensemble des dépenses liées à l'artillerie, en plein développement, pour l'entretenir, la rénover, fondre et monter de nouvelles pièces, ainsi que pour garantir ses déplacements et son efficacité. Il nous faut également prendre garde à la nature de ces dépenses. En effet, mettre sur pied une artillerie conséquente nécessite toute une logistique et un important matériel, tant pour construire des canons que pour les entretenir, ce qui implique également de nous intéresser au fonctionnement de l'arsenal, aux acteurs de ces préparatifs et plus généralement à toute la chaîne de production, de l'extraction des matières premières aux produits finis. Il s'agit donc d'en apprécier la qualité, mais également les modalités tant techniques et matérielles que temporelles. Entendons par là les différents temps de préparation, s'ils existent, et l'influence du contexte politique sur ces derniers. Il nous faudra également prendre garde à l'utilisation de ces préparatifs. C'est-à-dire voir ce que les ducs ont fait de leurs canons. Nous pourrons également en retirer quelques données chiffrées, tant en termes de dépenses et achats qu'en production de canons et poudre. Enfin, il nous semble pouvoir inclure dans notre étude les moyens mis en place pour maintenir les effectifs de l'artillerie, qu'il nous faudra également étudier, ainsi que ceux élaborés pour garder le parc à jour. Si le sujet touche évidemment à l'histoire militaire, nous nous approchons également de l'histoire des techniques, puisqu'il nous faudra nous intéresser aux méthodes de fabrication des armes et des munitions, aux matériaux utilisés, avec toutes les questions relatives à leur extraction ou approvisionnement, raffinage, production, conception et acheminement. Nous devons également questionner le fonctionnement de l'arsenal et les types d'armes fabriquées ou achetées, ainsi qu'à leurs munitions. C'est-à-dire des réalités militaires très concrètes, souvent liées à des activités plutôt assimilées au monde civil. C'est un des nouveaux champs d'étude de l'histoire militaire, en rupture avec l'ancien courant de l'histoire bataille, notamment évoqué par Franco Cardini, initié et développé par John Keegan. En France, la synthèse la plus récente quant à ce mouvement consiste en l'ouvrage dirigé par Bertrand Fonck et Nathalie Genet-Roufiac, voulant illustrer la variété des perspectives ouvertes par cette nouvelle histoire militaire de l'Europe moderne, après les travaux de Philippe Contamine pour la fin du Moyen-Âge et les débuts de l'époque moderne. Ce renouvellement historiographique tente à nuancer et reconsidérer la thèse de la révolution militaire, et se concentre surtout sur une nouvelle histoire bataille, ne voyant plus les combats du point de vue des états-majors, mais de celui du simple soldat et ses ressentis. Il pousse également les historiens à reconsidérer l'analyse des tactiques et des opérations, en revoyant les sources et en trouvant de nouvelles, notamment les écrits du fort privé ou les sources sérielles comme les contes. Ce mouvement est très axé sur cette relecture des batailles, des campagnes, ainsi que sur ces nouvelles clés d'analyse que sont le rapport à la guerre et la sociologie des soldats. Il se focalise également sur le lien entre la guerre et la construction de l'État moderne, ainsi que sur les facettes socio-économiques de la guerre, avec l'interdépendance du pouvoir, de l'économie et de la société. Les aspects techniques de la chose militaire sont également évoqués par la nouvelle historiographie, comme un champ d'étude à développer. De très nombreux travaux existent déjà quant à l'artillerie et aux armes à feu, tant à l'échelle des grandes puissances que pour des petits pays, des régions et des périodes spécifiques. Ils permettent de mettre en avant les évolutions techniques, les matériaux utilisés, les différentes méthodes de fabrication ainsi que les aspects liés aux artisans concernés par la fabrication des pièces d'artillerie. Cependant, ces travaux sont parfois anciens et les plus récents sont souvent axés sur le royaume de France ou des régions très précises à la fin du Moyen-Âge ou au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous l'avons vu avec l'ouvrage d'Olivier Chaline, mais nous pouvons également citer les thèses de Frédéric Nollet sur le développement de l'artillerie royale française et de Michael de Préteur sur le personnel de l'artillerie bourguignonne en campagne au XVe siècle. Par ses sources plus réduites, le XVIe siècle est régulièrement laissé de côté,
À cet égard, le cas lorrain fait figure d'exception, nous y reviendrons plus bas. Mais les aspects techniques de l'artillerie ont presque toujours été étudiés dans les perspectives de l'histoire des sciences, des savoirs et des techniques, le tout dans l'idée d'une étude des processus de la modernisation des armées, ou d'affirmation de l'absolutisme par le contrôle étatique de la guerre et des armées. Là encore, le XVIe siècle, jugé comme une période de désordre, est souvent laissé de côté au profit des XVIIe et XVIIIe siècles. Plus proche de notre sujet, la journée d'études des doctorants du service historique de la défense, planifier, combattre, occuper, nouvelles perspectives de l'histoire des opérations militaires. Les contributions de Julien Villemard et de Laurent Vessière se sont concentrées sur les réflexions menées quant au choix des troupes à engager avant une campagne, et celle de Giovanni Serino Badone a pu mettre en avant les planifications tactiques des armées au XVIIIe siècle. Ces études questionnent toutes les réflexions menées avant une guerre ou avant une campagne, mais à des échelles relativement réduites et selon des problématiques tactiques. Mais il nous semble pouvoir porter plus loin la notion de préparation. En effet, nous l'avons vu plus haut, réfléchir aux emplois tactiques d'une unité avant une guerre suppose d'abord la constitution et l'équipement de celle-ci. À cet égard, l'article de François Royal, évoquant les modalités de la réorganisation des armées entre deux campagnes, se rapproche davantage de nos perspectives. Ces aspects sont donc rarement étudiés pour eux-mêmes, et comme nous l'avons dit plus haut, ne l'ont encore jamais été dans la perspective de la préparation à la guerre en elle-même, pour la période qui nous concerne. Nous souhaitons donc pousser plus avant ce champ d'investigation tout en nous inscrivant dans ces nouvelles tendances historiographiques en embrassant plusieurs de ces problématiques, notamment celles liées à l'histoire des techniques, à l'histoire des opérations militaires et aux aspects socio-économiques de l'armée. Pour notre espace géographique, comme nous l'avons dit, quelques ouvrages existent et nous concernent directement. Laurent Jalabert a récemment souligné la pauvreté historiographique lorraine, notamment due à son ancienneté dans l'ensemble des champs de recherche et pour l'ensemble de l'époque moderne. Toutefois, Valérie Cerdon, nous l'avons vu plus haut, a ouvert récemment la problématique de l'influence du contexte sur l'activité de l'arsenal de Nancy à la fin du Moyen Âge, afin de commencer à combler cette lacune historiographique. Nous pouvons également citer 3 mémoires de maîtrise concernant l'histoire de la guerre. Les 2 premiers étant ceux de Guillaume Herbert, portant sur la production et l'acquisition des armes du duché, le 3e étant celui d'Arnaud Collin portant sur l'activité de l'arsenal de Nancy de 1463 à 1526. Il existe donc quelques travaux, mais ils doivent être poursuivis pour se focaliser sur la période moderne, ou précisés pour être revus selon notre approche. Nous pouvons d'ailleurs dire quelques mots sur l'histoire de l'arsenal de Nancy pour la période directement antérieure à la nôtre. Cependant, là encore, les informations sont lacunaires et très parcellaires. Les premières traces d'un arsenal, alors appelé Grange pour l'artillerie, à Nancy remontent à 1458, sous le règne de Jean II, 1452 à 1470. Cet espace a alors pour but d'abriter le matériel de guerre, les armes de jet et leurs cordes, ainsi que leurs munitions. Il est ensuite agrandi dans les années 1460 à 1470 pour accroître les capacités de stockage, et semble alors devenir un lieu de production, avec la construction de plusieurs moulins à poudre en 1471. Une forge est installée dans les années 1520, et en 1549 à 1550, le nouvel arsenal est construit par ordre de la régente, chrétienne de Danemark, régente de 1545 à 1552, pendant la minorité de Charles III. L'arsenal de Nancy, alors appelé l'artillerie, ou l'arsenal, dans la comptabilité,
aurait été à ce moment considéré comme l'un des plus modernes d'Europe et fait la fierté des Vaudémonts durant toute la fin du XVIe siècle. Il ne subsiste rien de cet ensemble, hormis ses portes visibles place de l'Arsenal, et les seules représentations disponibles sont celles apparaissant sur les cartes, dont la première date de 1611 et représente la ville de Nancy avec ses nouvelles fortifications. Souvent présenté comme l'un des plus performants d'Europe par l'historiographie du XIXe siècle, l'Arsenal est à la fois peu et mal connu. En effet, l'historiographie lorraine s'est souvent focalisée sur les modernisations effectuées durant la régence de Chrétienne de Danemark vers 1540 et 1550, et ont souvent donné pour preuve de ses performances son activité à la fin du XVIe siècle. Cependant, ces éléments se basent sur des activités et des éléments extraordinaires sans réellement approcher le quotidien de l'Arsenal et de ses ouvriers, surtout durant les années 1570 à 1580. Si le manque de sources directes ne permet pas d'études précises pour le XVIIe, le XVIe siècle dispose quant à lui d'archives abondantes et fort bien conservées. Ces sources doivent nous permettre d'éclaircir, sous de nouvelles problématiques pour notre période, l'activité régulière de cet établissement dédié à la mise au point des armes du duc, vitrine de sa puissance militaire. Présentation et méthode de traitement des sources. Comme le rappelle Valérie Cerdon, nous sommes presque intégralement dépendants des sources comptables pour aborder le sujet, puisque peu de références existent. Pour traiter le cœur même de notre étude, nous utiliserons donc un ensemble de sources relativement variées, mais essentiellement constituées des registres de la Chambre des comptes de Lorraine, dans la série B des archives départementales de Meurthe-et-Moselle, ADMM, particulièrement riche et complète. Très bien conservée, cette série renferme des documents de la chancellerie, comme des lettres patentes très utiles pour appréhender les officiers nommés pour administrer l'artillerie ou d'autres offices liés à l'armée. Mais nous puiserons essentiellement dans cette série B les archives de la Chambre des comptes de Lorraine, des documents comptables. Les registres qui concernent directement l'artillerie sont complets et parfois accompagnés de leurs pièces justificatives, les acquis, de 1572 jusqu'en 1599. Au-delà, hormis pour l'année 1614, les comptes et acquis ont été perdus. Cependant, le degré de précision pouvant être atteint dans la compréhension du fonctionnement de l'arsenal et son activité reste très élevé entre 1572 et 1599. D'autres registres, comme ceux des trésoriers des guerres ou ceux de recettes particulières, sont également exploités pour comprendre les liens de l'arsenal avec le reste du duché, avec ses ramifications et son réseau d'approvisionnement. Nous avons donc uniquement retenu les comptes particuliers faisant état de fournitures délivrées ou produites pour l'arsenal à Nancy. Ils nous servent ainsi à reconstituer une partie de l'activité de l'artillerie au XVIIe siècle. Ces documents, nombreux et bien conservés pour le XVIe siècle, nous permettront surtout d'évaluer efficacement le coût d'entretien d'un parc d'artillerie, avec toutes ses dépenses auxiliaires. Ils permettent de comprendre le fonctionnement et l'organisation de l'arsenal, chose à mettre en lien avec le contexte politique et militaire pour évaluer les liens de cause à effet. Nous pourrons également observer l'évolution de ce parc, avec le suivi du nombre et des types de canons conservés. Il en va de même avec le personnel, dont l'évolution pourra être suivie en détail. Les documents comptables ont l'avantage d'être des sources relativement fiables. Ces pièces se doivent d'être précises et de permettre le bon fonctionnement de l'administration, surtout en ce qui concerne la gestion de l'argent. Les erreurs de comptabilité et les approximations dans les quantités de matériaux peuvent être gênantes pour la précision des chiffres et graphiques que nous voulons constituer, mais les valeurs données par ces documents doivent avant tout nous permettre d'estimer des ordres de grandeur et de caractériser l'activité de l'arsenal ducal. La masse documentaire étant particulièrement importante, nous n'avons dépouillé dans leur ensemble que les comptes concernant directement Nancy, puisque son arsenal produit la quasi-totalité des canons du duc. Nous avons laissé de côté les comptes particuliers, ne présentant pas de lien direct avec l'arsenal de Nancy. Nous avons également ignoré les archives de la Chambre des comptes du duché de Bar, qui pourront toutefois compléter nos informations sur l'activité de l'arsenal dans une étude ultérieure, prenant en compte l'ensemble des annexes de l'artillerie présentes dans les duchés.
Les registres sont constitués à partir de notes préparatoires, de mandements et de justificatifs de dépenses, conservés en liasse. Ces papiers permettent de justifier les dépenses engagées, notamment par la copie des lettres ou des ordonnances entraînant des dépenses, ainsi que des quittances de gages justifiant le paiement des ouvriers et des artisans engagés par l'artillerie. Ces liasses contiennent également des copies de marchés passés avec des artisans extérieurs à l'arsenal, ce qui permet d'en apprécier la teneur. Ce sont donc de précieuses sources d'informations, très riches par la quantité de détails fournis dans ces articles. Mais de telles précisions n'étant pas toujours nécessaires, nous n'avons pas utilisé ces liasses de manière systématique. Par ailleurs, ces contrôles et leurs pièces justificatives ne sont pas toujours conservés. En ce qui concerne l'évaluation du nombre des canons, nous sommes dépendants des inventaires de l'artillerie. Seuls 2 décomptes sont répertoriés, l'un ayant été effectué en 1572, l'autre en 1624. Le premier inventaire liste une partie des pièces d'artillerie réparties dans les duchés, dans le cadre d'une vaste campagne de dénombrement initiée en 1572 par mandement du duc Charles III. Le second inventaire se concentre sur l'arsenal de Nancy. Nous mettrons en lien ces inventaires avec les canons produits au cours du temps, pour évaluer la vitesse d'évolution des différents modèles de canons, et identifier d'éventuels changements en matière de politique d'armement. Pour compléter ces sources, nous utiliserons les archives conservées dans le fonds dit de Vienne. Nous pourrons y trouver un troisième inventaire qui pourra être utilisé pour étudier l'évolution de l'artillerie ducale. Extrait du Trésor des chartes de Lorraine, ces documents ont suivi la famille ducale à Vienne, tant lors de son exil qu'après son départ pour l'Autriche suite à l'abdication de François III en 1737, avant d'être renvoyé en France après la Première Guerre mondiale. Il renferme quelques documents relatifs aux armées du duché. Outre cet inventaire, nous pourrons puiser d'autres documents liés à l'artillerie ducale au XVIIe siècle. Nous avons également pu trouver dans le fonds de Vienne un rôle des officiers de l'artillerie pour les années 1620 et 1623, document qui nous aidera à combler les lacunes du XVIIe siècle. Dans l'idée de nous fournir des informations complémentaires, nous nous appuierons également sur de nombreux documents confisqués par le Royaume de France et aujourd'hui conservés aux Archives nationales, ou encore à la Bibliothèque nationale de France, BNF. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.